Bonjour à tous et à toutes. Je peux encore vous souhaiter une bonne année. Ça fait partie des us et coutumes à cette période de l'année. Donc nous allons entamer la partie plus classique dans l'enseignement au Collège de France, donc avec la suite de leçons dont vous avez eu communication du programme. Donc on va commencer de manière très basique par les besoins énergétiques et chimiques. On ne parlera pas aujourd'hui des volumes nécessaires ou marginalement des volumes nécessaires pour répondre à ces besoins, faute de quoi la discussion serait tout de suite biaisée par des questionnements venant sur la capacité des écosystèmes à répondre à ces besoins. Donc pour l'instant, on est juste sur la partie basique du dispositif. Donc ça, c'est la diapositive, la slide que je vous ai montrée en fin de leçon inaugurale et qui décrit donc c'est le bon, de la gauche, donc l'ensemble des besoins, énergie, aliments, chimie, matériaux, jusqu'aux ressources. Et donc, c'est la diapositive que je peux peut-être me permettre de répondre. Si on travaille dans une économie circulaire du carbone, la satisfaction de ces 4 besoins conduit soit à un enfouissement du carbone, soit à l'émission de méthane, de CO2, une reprise ici par les mécanismes de biosynthèse, au travers des systèmes agricoles, algaux, forestiers, etc. Et ensuite, on va dérouler tout au long de l'enseignement cette partie-là. Il y aura une attention particulière qui sera dédiée aux biotechnologies vertes et aux biotechnologies vertes et aux technologies blanches. Ce sera l'objet du séminaire début février. Et donc, c'est ce cheminement qu'on va regarder. On va d'abord le regarder sous une partie simplement systémique. Comment on peut, partant des besoins connus, on ne travaille pas dans une innovation, la création de nouveaux besoins, donc c'est la satisfaction des besoins standards. Comment on peut remonter progressivement jusqu'aux biomasses nécessaires. On ne parlera pas aujourd'hui des opérations de transformation. Et en regard de ça, dans la suite du cours, j'expliciterai donc les différents enjeux auxquels il faut qu'on soit capable de veiller simultanément, donc avec la complémentarité et concurrence avec le carbone fossile, l'alimentation humaine, les usages du sol, les équilibres écologiques, etc. Donc c'est ce schéma-là qu'on va démonter morceau par morceau. Et l'objet aujourd'hui est de savoir, quand on parle donc de carbone renouvelable, quelles sont les ressources biologiques en termes moléculaires qu'on va pouvoir mobiliser. On n'en est pas encore allé chez les plantes ou les végétaux qui vont le supporter. Alors, il y a un point qui est nécessaire de clarifier, c'est l'évolution sémantique. La langue française est particulièrement riche, et plus que la langue, ce sont les acteurs français qui sont très riches. Et en fait, il y a une évolution sémantique qui s'est produite. Elle n'est pas sémantique, elle est dominée par les préoccupations de la société. Donc, dans les années, on va dire 90 jusqu'à 2000, les mots clés qui étaient à la mode étaient valorisation agricole non alimentaire, on parlait de VANA, en Europe, globalement. Et en fait, c'était tout simplement parce qu'il y avait des excédents agricoles liés aux effets négatifs de la PAC, et donc on cherchait des usages à la biomasse qui étaient générés. Alors, valorisation non alimentaire, le nom étant toujours négatif, ça c'est devenu usage de la biomasse. Puis valorisation de la biomasse, puisque certains esprits un peu mesquins ont cru distinguer la biomasse qui avait une finalité hors alimentaire et la biomasse à finalité alimentaire. Donc la biomasse, ça permettait de distinguer. Ensuite, on a parlé d'agro-ressources. Mais là, c'était en gros une agriculture, une agroforesterie ayant des excédents. Dans les années 2000-2008, on a basculé dans un autre système, essentiellement parce qu'il y a eu des différents événements qui étaient soit d'origine environnementale, soit des soucis portés directement sur la capacité des systèmes fossiles à répondre à nos ressources. Et à ce moment-là, sont apparus agrochimie, chimie du végétal, chimie biosourcée. Alors, quand vous êtes à l'étranger, on ne va pas vous parler de chimie biosourcée, on va parler de bio-based. On parle de bioproduct, ce qui est toujours ennuyeux, parce qu'en France, un bioproduit a une connotation complètement différente. Ce qui était important à ce moment-là, c'était que les disciplines, les jeux disciplinaires se sont mis en place. Et en gros, ce qu'il fallait voir à ce moment-là, c'est que la chimie, la chimie organique, c'est-à-dire classique, ne considérait absolument pas du tout la biomasse dans ses préoccupations.
parce que matériaux, parce que molécules trop compliquées, etc. Et la chimie, à ce moment-là, est revenue dans le jeu. Et l'intérêt, à ce moment-là, c'est qu'on a eu une conjonction de la chimie, des biotechnologies blanches et vertes. Et depuis 2008, il y a 3 termes qui dominent, en fonction de l'endroit aussi du monde où vous êtes. Il y a la bioéconomie, c'est important, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la réponse à des problèmes, on est passé dans une logique où on veut créer des activités économiques, donc création de richesses, d'emplois, etc. Et le deuxième élément qui est important, c'est le deuxième élément qui est important, c'est la présence du bio, et ça veut dire qu'on va vouloir allier les 3 filières alimentaires, énergétiques et chimiques, de manière à avoir une vision systémique. Vous trouverez aussi, ce qui est beaucoup plus propre, je veux dire, au plan scientifique, c'est la chimie verte du carbone renouvelable. Donc là, c'est très précis, mais c'est trop long. Et malheureusement, figure toujours l'économie décarbonée. Mais toute la démonstration que je vais m'efforcer de faire pendant ces quelques heures de cours est fondée sur l'usage de l'atome de carbone. Donc parler décarboné est un oxymore intéressant. Et il aurait plutôt fallu parler d'économie défossilisée. Mais là aussi, on ne veut pas défossiliser à 100% l'économie, on veut simplement faire monter en puissance le carbone renouvelable, sachant qu'il y a une place pour le carbone fossile. À l'heure actuelle, le carbone fossile étant majoritaire. Donc ça s'est passé avec une théorisation, vous voyez, progressive. L'élément essentiel, l'acteur essentiel dans cette théorisation est le professeur Anastase, qui a joué un rôle prédominant. C'est lui qui a conceptualisé cette évolution progressive. C'est lui qui a créé le vocable chimie verte, même sans référence du tout à la jument verte. Donc il a publié plusieurs ouvrages sur la question. Ce qui est important de voir, c'est que ce n'est pas du tout un chimiste. Enfin, il avait une formation de chimiste au départ, pure et dure. Mais il travaillait aux États-Unis au sein de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Et donc, ce n'est pas un chimiste organicien qui est allé voir comment on pouvait élargir la panoplie des ressources. Non, c'est quelqu'un qui était en position de protection de l'environnement, donc de limitation des effets négatifs de la chimie, qui a réfléchi à une chimie qui serait plus propre, plus sobre, plus économe, impactant moins l'environnement. Et donc, son objectif au début, ces 2 cibles, c'était la santé humaine et la protection de l'environnement. Alors, bien entendu, comme il est nord-américain, il y a toujours son fondement chrétien qui ressort. Et donc, il a rédigé 12 règles avec son collègue Warner. Les 12 règles, évidemment, quelquefois c'est un peu long. Il faut simplement retenir que dans ces 12 règles, la 7e, c'est l'utilisation de matières premières renouvelables, donc qui renvoie directement à la biomasse. Mais à ce moment-là, le mot biomasse ne s'employait pas, donc on est à matière première renouvelable. Ceci dit, c'est intéressant d'avoir renouvelable parce que ça indique bien qu'on va s'intéresser à une source de matières premières sur lesquelles on peut compter indéfiniment, donc il n'y a pas épuisement, on n'est pas dans une logique minière. Et il y a 4 autres règles qui sont intéressantes et qui sont à prendre dedans, à retenir au moins pour la partie biomasse et biotechnologie. C'est des solvants et des auxiliaires plus sécuritaires. Et tout simplement, quand on utilise des produits qui sont issus de la biomasse, vous pouvez utiliser de l'eau, qui est un solvant très simple. Donc, vous pouvez là aussi rajouter un élément lié à l'origine biologique de la biomasse. La réduction de la quantité de produits dérivés, c'est lié aussi au fait qu'on va pouvoir utiliser des processus biotechnologiques qui génèrent classiquement moins de sous-produits. La catalyse, vous mettez les enzymes. Alors pour les chimistes organiciens standards, c'est toujours un problème de considérer la catalyse biologique par les enzymes comme étant aussi une catalyse standard, mais c'est exactement les mêmes mécanismes, les mêmes règles qui s'appliquent, même si le catalyseur est porté par une protéine. Donc là, vous mettez les enzymes. Et conception de substances non persistantes. Nous sommes dans le même objectif, bien entendu, mais il faut bien faire attention à ce que là, il peut y avoir un faux ami qui se glisse. Ce n'est pas parce que vous utilisez de la biomasse que vous allez générer nécessairement un produit qui est biodégradable, et donc qui est compatible avec l'environnement. Donc on peut utiliser une ambiguïté temporaire, mais il faut s'efforcer de l'éclaircir en permanence, de manière à ne pas faire croire que parce que c'est d'origine biologique ou renouvelable, c'est forcément non persistant. Sachant qu'il y a des applications, on a besoin du persistant. Donc,
la logique, c'est de passer d'une économie fondée sur du carbone fossile, avec des champs, alors qu'ils soient miniers, pétrolifères, etc. On a des mines, des puits, des plateformes, la mise en place d'une raffinerie, ensuite une opération de conversion, et on va répondre là, le déplacement de la barre, on génère un ensemble de produits, donc en gros il y a 100 000 produits chimiques qui sont nécessaires pour des sociétés, on va dire occidentales, je ne veux pas dire développées, mais en gros, notre vie est fondée sur 100 000 produits chimiques. On va les formuler, les mettre en forme, et ça permet de répondre aux différents besoins. Donc, alimentaire, en termes de diversité chimique, c'est relativement étroit, mais ce qui est ensuite habillement, habitat, transport, hygiène, etc., la liste est en fait relativement courte, et c'est là-dessus que je m'étais appuyé dans la leçon inaugurale pour vous faire la relation entre la satisfaction de ces besoins et la consommation des ménages français. Donc, nous verrons que c'était simplement une utilisation standard. La rupture, elle va se faire en utilisant du carbone renouvelable, donc des ressources végétales. À ces ressources végétales, il ne faut pas oublier de rajouter les déchets que nous générons tout du long. On verra ça dans d'autres leçons. Ça repose sur des systèmes agricoles, forestiers, algaux. Ça part dans une des bioraffineries, ce sera l'objet d'un cours, donc c'est l'équivalent de la raffinerie qui est là-haut. Des opérations de conversion, on génère des produits, et avec la même logique. Il y aura un point d'attention particulière à avoir, c'est que le fait, quand on est en sortie des bioraffineries, on peut aussi aller directement, je vous montrerai une slide aujourd'hui là-dessus, on peut aller directement en faisant du gaz de synthèse et retrouver directement des procédés de la chimie organique du carbone standard. Donc on a une panoplie ici d'ouverture très large. Alors, il ne faudrait surtout pas que vous en concluiez que le carbone renouvelable permet de retrouver l'ensemble des procédés de la chimie organique classique. Il ne permet d'en couvrir qu'une partie, premier point, parce que là on est simplement sur le carbone, on laisse tomber tous les autres atomes. Et deuxième point, ne croyez surtout pas que cette opération de conversion qui a lieu donc depuis le bio vers le fossile n'existe pas dans l'autre sens. Dans les années 70, au moment où le pétrole coûtait très peu cher, il y a eu des essais dans le monde entier de transformation du pétrole comme source énergétique en protéines à finalité alimentaire. On parlait à ce moment-là de poux, de protéines, d'organismes unicellulaires. Il y a eu des travaux en France qui ont été réalisés sur cette opération-là. Donc la même voie peut se passer exactement de la même manière, où à ce moment-là, vous avez en sortie de raffinerie un flux de matière qui irait vers des opérations de conversion. La préoccupation qu'on doit avoir en tête, c'est qu'une fois que nos produits ont été utilisés, ils doivent retourner par l'économie circulaire dans les systèmes agricoles, forestiers et algaux. Donc, premier point, c'est avoir en référence le pétrole. C'est, à l'heure actuelle, la principale source de carbone. Donc, il y a trois sources, en fait. Le gaz naturel, ce n'est que du méthane, donc chimiquement, c'est relativement simple. Le pétrole et le charbon. Le charbon, c'est du carbone, basiquement. Méthane, c'est du CH4. Et le pétrole, sans vouloir faire bondir mes amis pétroliers, c'est du CH2, tout simplement, si on doit le réduire. CH2, CH. Ce sont ça les éléments essentiels. Voilà ce que j'ai résumé dans cette partie-là. Le degré de polymérisation, c'est au maximum 50 atomes de carbone. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au départ, la chimie s'est développée sur le charbon. Quand le pétrole a été rendu disponible, étant donné que c'est un liquide, qu'il est beaucoup moins coûteux à produire, la chimie a basculé du charbon vers le pétrole. Donc ça explique la prédominance à l'heure actuelle du pétrole, mais on sait faire la même chimie organique avec les trois sources. Un autre point important, c'est de ne surtout pas croire que le pétrole est une matière homogène, standard à la surface du globe. Non, il varie dans sa composition, ce n'est pas du tout l'objet de ce cours-là. Et en fait, un raffineur en pétrole, face à un pétrole, donc vous voyez l'intérêt qu'il peut y avoir par exemple des pétroles libyens qui sont relativement légers comparés à des pétroles ou à des bitumes qu'on va trouver au Canada qui sont plus lourds, plus compliqués à manipuler. Il va avoir un faisceau de deux contraintes qui sont d'une part les conditions économiques prévalant sur les marchés pétroliers. En gros, il va vouloir prendre les pétroles les plus faciles à manipuler techniquement. C'est ça. Et le deuxième élément, ce sont les décisions réglementaires. Il va, au-delà de la partie technique, regarder dans la source de pétrole, s'assurer que la teneur en aromatique est la plus faible,
parce que ce sont des molécules compliquées à manipuler. Il va s'assurer que la teneur en soufre est faible, parce qu'on ne veut pas avoir de soufre dans les carburants terrestres, et c'est la même chose pour les carburants à finalité usage maritime. Voilà. Alors, si vous... Oui, la slide sort assez bien. Quand vous avez du brut pétrolier qui sort, vous savez que c'est une opération qui est décrite, je crois, en terminale pour la première fois, quand on est dans le secondaire. C'est une opération relativement simple, chimiquement, mais en fait qui est horriblement compliquée. Tout l'art est justement de la simplifier. Donc il y a une première partie de distillation qui est effectuée à pression atmosphérique, donc qui vous permet de sortir les C3, C4. Tout ça, c'est la tête de distillation qui va jusqu'à du C12. C'est là qu'on va trouver en particulier les composés de l'essence. Et ensuite, vous avez des composés plus lourds avec le gazole et le kérosène qui vont monter jusqu'au-dessus de C18. Ça, c'est une distillation en pression atmosphérique. Cette fraction-là, qui est en tête de colonne, ensuite va pouvoir subir deux opérations différentes, soit du vapocraquage, donc chaque fois, c'est des opérations qui se passent à haute température, 500 degrés Celsius. Le vapocraquage, c'est simplement dans des tubes en acier, il suffit qu'ils contiennent du nickel et du chrome, et ça va sortir ces molécules-là. Éthylène, propène, butadiène. Le naphtha, de la même manière, peut être utilisé en reformage catalytique, 500 degrés C. Là, c'est un vrai catalyseur de platine, ça va sortir du toluène, du xylène. Donc, vous voyez bien que l'opération standard de raffinage du pétrole, c'est une simplification moléculaire. Et c'est exactement la même logique qui va s'appliquer sur la biomasse. Globalement, à part qu'à un certain moment, on va considérer que sur la biomasse, on a la chance d'avoir des éléments qui sont déjà organisés et on va pouvoir utiliser, de manière très simple, des fibres de cellulose. On ne va pas avoir besoin de synthétiser le polymère est déjà présent. C'est une des astuces de la biomasse. On n'a pas besoin de tout décomposer. En fait, dans le pétrole, à l'exception des molécules d'essence, de gazole, de kérosène, parce qu'elles vont être consommées, brûlées, ce qui est l'application la plus grande en volume, mais l'application la plus simple. Tout le reste du temps, dès qu'on va vouloir faire de la chimie, il faut tout recombiner. Et c'est toute la puissance, justement, de la chimie organique qui a su se construire là-dessus. Quand on va travailler sur la biomasse, tout le jeu, ça va être justement se dire, on a au départ des structures organisées, il faut les dégrader le moins possible et surtout pas rentrer dans cette logique. Le deuxième élément qui est important, c'est que la biomasse a un défaut majeur, c'est qu'elle ne résiste pas à des températures supérieures, globalement à 200-220 degrés Celsius. Au-delà, elle se décompose thermiquement. Donc si vous avez du saccharose, ça va donner du caramel, bon, ce qui est sympathique au plan alimentaire, mais ce qui au plan chimique est une horreur absolue. Là, vous voyez qu'on a des molécules qui sont plus petites, infiniment plus stables. On va monter à 500 degrés Celsius. Alors ça, c'est l'avantage, mais moi, je vous le retourne dans l'autre sens. Pour faire des opérations de simplification moléculaire, il faut monter l'ensemble de la matière à 500 degrés Celsius. Donc, il faut chauffer de 20 degrés Celsius à 500, ce qui a un coût énergétique énorme. Et là, c'est le deuxième avantage de la biomasse. Donc, vous voyez comment la même opération peut être vue de manière différente. Alors, premier point, la satisfaction des besoins. Transport, habillement, habitat, etc. C'est par là qu'il faut rentrer. Il n'y a aucune solution dans la biomasse, à l'exception du bois, qui permet de répondre directement. Donc bois, fibres, etc., la cellulose permet d'y répondre. Et donc, si on veut travailler par analogie avec les produits chimiques, il faut avoir deux règles. Est-ce qu'on fait de la substitution moléculaire? Il y a très peu d'exemples où on le fait à l'heure actuelle. Et on fait essentiellement de la substitution fonctionnelle. Je vous montrerai. Donc, la logique, on est en ingénierie reverse complète. On va partir des besoins exprimés. On laisse bien en chapeau la partie alimentation avec le food et le feed. On verra le poids que le feed, donc l'alimentation animale, peut avoir pour générer nos produits alimentaires. Et ensuite, là, on a une liste de besoins où chaque fois, on peut ramener cette liste à des molécules qui sont connues. Notre enjeu, ça va être de faire correspondre cette liste de besoins à des molécules qui vont apporter les propriétés. La difficulté, c'est que chacun de ces besoins, ce sont des fonctions d'usage que l'on sait parfaitement décrire, on va dire, au plan professionnel, technologique. Quand on parle de ces molécules-là, on va parler de propriétés mécaniques, de transport, physico-chimiques, etc.
Et on n'a pas du tout le tableau de correspondance entre les deux qui permet de passer facilement des fonctions d'usage aux propriétés mécaniques, etc. Il est à construire complètement. Et là, c'est le décalage qu'il y a entre la chimie du carbone fossile et la chimie du carbone renouvelable. Il y a un décalage de 30 à 40 ans. Le carbone renouvelable est parti avant avec la puissance de l'industrie. Le fait que ce soit en grisé ici veut dire que c'est à renvoyer à un cours ultérieur où on parlera à ce moment-là des systèmes qui permettent d'y répondre. Donc on a deux voies, soit d'une approche structurale, on identifie les molécules et on va chercher directement la substitution. Il y a deux molécules qui s'y prêtent en fait. Il y a la lignine, mais je vous montrerai que les propriétés de la lignine, qui est un polymère cyclique, réticulé, etc., ne sont pas excellentes en regard de ce que c'est faire la chimie orga. Et le deuxième, c'est l'hydrogène, mais là, on est dans le schéma, la molécule la plus simple, bien entendu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'approche fonctionnelle, en fait. Donc, on identifie une molécule dans le domaine végétal et on regarde comment on va pouvoir y répondre en utilisant des biotechnologies de l'hémisynthèse. J'insiste sur le fait que la limite cognitive à l'heure actuelle, c'est l'insuffisance des connaissances sur ces relations. Alors, on a deux demandes majeures. La première, donc on parlera volume une autre fois. La première, c'est la demande énergétique. La demande énergétique, elle repose sur deux éléments. Les combustibles solides, c'est le bois énergie, si vous êtes en Europe, c'est le bois de feu, si vous êtes dans un pays en voie de développement. On a des technologies qui sont rigoureusement identiques, c'est l'efficacité énergétique qui fait la différence, et une demande de carburant. Un carburant, c'est un combustible liquide qui permet de transformer une énergie de combustion en mouvement mécanique. C'est sa propriété particulière, sa propriété essentielle. La distinction peut vous paraître liée simplement à la forme physique, mais c'est élémentaire. En fait, le carburant, il est embarqué. Donc, sa densité énergétique est un critère très important. C'est un produit qui est liquide. Il y a des travaux à l'heure actuelle qui concernent les combustibles solides, donc par exemple de la lignocellulose, qui serait réduite en toutes petites particules. Donc on obtient un fluide, et ce fluide, ces petites particules, sont renvoyées dans un moteur à explosion standard. Donc on sait faire tourner à l'heure actuelle des moteurs à explosion en utilisant des combustibles solides qui ont été réduits en toutes petites particules, en microparticules, et en fait, on est passé d'un combustible solide par cette opération de réduction de taille à un fluide, et donc on a créé un carburant. Mais chimiquement, on est dans la même logique. Toute la difficulté, quand vous allez regarder la littérature, c'est que chacun dispose de son langage. Donc les pétroliers vont vous parler uniquement en TEP. Quand vous parlez du bois, on va vous parler en mètres cubes, densité de volume et pas de masse. L'éthanol, il est en général en mètres cubes, en gallons quand vous êtes aux États-Unis, quand vous êtes en Europe, aux États-Unis. On va parler de gaz naturel en mètres cubes. Les vraies unités que tout le monde devrait utiliser, donc le kilowattheure et les gigajoules, sont relativement peu employés. Dans le prochain cours, je m'efforcerai d'y faire attention. Alors, les conversions, elles sont très importantes. Quand vous avez une TEP de pétrole, c'est une 43 de charbon en pratique. Donc, il ne faut surtout pas faire des équivalences un peu rapides sur la base du contenu. Alors, que fait-on avec combustible et carburant ? On prend de la biomasse, on parlera de la biomasse et des voies de pré-traitement au prochain cours. Et cette biomasse, une fois pré-traitée, je veux dire une fois qu'on a enlevé l'eau, qu'on l'a démontée, etc., il y a 4 voies de transformation principales quand on a un combustible. Soit de la combustion, donc présence d'oxygène au-dessus de 800 degrés Celsius, CO2, H2O. Soit vous placez à une température plus élevée, vous réduisez la présence d'oxygène, vous obtenez à ce moment-là un gaz en gazéification, c'est du syngaz, donc c'est un mélange CO-H2. Il n'y a pas de création merveilleuse dedans, il n'y a pas d'esprit magique, puisque vous avez fait rentrer au départ des molécules de lignocellulose, c'est-à-dire du CHOH. C'est organisé en cycle de 6 carbones, etc., mais c'est du CHOH. Et quand vous faites du syngaz, vous séparez les 2 hydrogènes que vous mettez d'un côté, et de l'autre côté, vous laissez le monoxyde de carbone. Donc le syngaz, c'est une conversion où on sépare des atomes de carbone. Vous avez la pyrolyse qui vous donne du charbon, donc là vous êtes en absence complète d'oxygène, c'est le charbon de bois si vous le faites, et ensuite la liquéfaction, dans d'autres conditions physiques, qui vous donne des biohuiles.
Ça, c'est une utilisation finale ultime, donc chaleur ou électricité, si vous faites de la cogénération. Le syngas, l'intérêt, c'est qu'ensuite, comme le charbon, vous pouvez le transformer en CH4, hydrogène, etc. C'est l'objet du prochain cours, et biohuile. Ça vous donne ceci. Voilà, donc vous voyez comment, en partant de la même matière première, on est capable, en fonction des technologies mises en œuvre, d'avoir des produits qui vont être ensuite utilisés dans des conditions complètement différentes. Et ces conditions complètement différentes, derrière, répondent à des caractéristiques physiques complètement différentes de la matière mise en œuvre. Donc là, j'ai résumé dans ce tableau, donc il y a le liquide là, qui a été oublié. Le meilleur d'entre eux, on va dire, c'est l'hydrogène, avec une PCI qui sort du tableau à 242 kJ par kilogramme. Il y a la masse volumique qui est importante à prendre en compte. Là, bien entendu, c'est l'hydrogène liquide. Et la température d'ébullition. Il faudrait rajouter un quatrième élément dans le cas de l'hydrogène, c'est le fait que c'est une molécule toute petite et que son stockage peut être très compliqué. Et ensuite, vous déroulez l'ensemble de ces éléments-là. Donc ça, c'est disponible dans la littérature. Donc vous voyez qu'en gros, une fois que vous avez sorti l'hydrogène, qui est la molécule merveilleuse dont tout le monde rêve, vous avez des contenus énergétiques qui plafonnent en 47 et qui font descendre à 15 sur le bois. Donc ça vous explique pourquoi une voiture fonctionnant avec du bois n'est pas prête de tourner, parce que tout simplement, vous serez obligé d'accroître de manière considérable la capacité de votre réservoir, en supposant que vous soyez capable de faire du bois liquide, je veux dire en toutes petites particules. Donc ça, c'est la même logique avec la présentation des technologies et des différents produits que l'on va pouvoir en sortir. C'est certain que dans ces éléments-là, la technologie d'obtention est une première clé, et la deuxième voie, c'est la technologie de transformation du matériau en énergie. Donc, je voulais juste insister sur cette partie-là. Le charbon de bois est une structure particulièrement intéressante, en particulier dans les pays en voie de développement, mais c'est une source d'énergie épouvantable et qui est responsable, en particulier chez les femmes qui préparent donc l'alimentation, d'énormément d'intoxication, parce que c'est une matière qui, quand elle se consume, génère assez facilement, d'une part, des particules, d'autre part, du monoxyde de carbone. Et donc voilà comment une solution historique merveilleuse, en fait, nécessite derrière un changement de technologie de mise en œuvre et d'utilisation considérable. Ça n'a rien à voir avec le barbecue que nous pouvons pratiquer et qui est quand même un objet sans intérêt. Et donc, vous avez pour ces différents objets, à l'heure actuelle, sur les produits, donc alcool, hydrocarbures, etc., leur niveau de développement. Donc, vous voyez que, par exemple, les huiles végétales, c'est très connu. L'éthanol de première génération, c'est connu, mais tout le reste, c'est en développement. Vous avez les ressources biologiques qui vont les porter et des types d'applications. À partir de ce genre de tableau, vous êtes capable, en cinquième colonne, de construire la quantité, d'identifier le volume de matière qui est nécessaire pour répondre à votre besoin. Alors vous voyez que le premier tableau déjà comportait relativement peu de matière. Ici, vous avez dans la colonne mature, vous avez simplement le biogaz, donc la partie méthanisation, et les esters d'acides gras. Tout le reste fait partie de molécules qui sont en développement prospectif, à optimiser, etc. Mais sur chacune de ces molécules, on sait à l'heure actuelle aller jusqu'à l'utilisation et donc prendre en compte aussi bien la technologie d'obtention que la technologie de mise en œuvre, d'usage de la molécule énergétique identifiée. Donc je ne vais pas vous raser avec cette partie-là. Je vais juste revenir sur cet élément-là. Conserver en tête le fait qu'on part de biomasse qui a globalement un mauvais contenu énergétique. La biomasse lignocellulosique, c'est entre 14 et 19 de PCI en mégajoules par kilogramme. L'hydrogène, je suis tout dessus complètement, je ne le prends pas en compte. Et là, vous avez toutes les molécules que l'on sait obtenir à l'heure actuelle par transformation de la biomasse. Et vous voyez que les huiles de pyrolyse, on est à 20. L'éthanol, qui est la solution prônée par certains, ou les acides gras qu'on utilise à partir d'esters, sont simplement à 36. Les molécules cibles sont là-haut. En fait, ce sont les alcanes, les isoprénoïdes, etc.
Ça, ce sont les molécules qui auraient un très fort contenu énergétique, sachant que ce qu'on a dans nos moteurs, donc en termes de carburant, c'est à 42, 43 en termes de mégajoules par kilogramme. Ça, ce sont les objectifs et on est en dessous. Travailler avec des molécules qui sont à l'heure actuelle insuffisantes à ce plan-là, ça veut dire qu'il faut augmenter la capacité des réservoirs si vous faites du carburant. Ça veut dire, deuxièmement, qu'il faut consommer plus, puisque la PCI à kilomètre parcouru veut dire qu'il faudra consommer plus de matière. Donc vous voyez qu'il y a un enchaînement, et donc ça explique pourquoi il y a énormément de travaux à l'heure actuelle qui visent à passer de la biomasse sur méthane, isoprédoïne, alcane. Deuxième composante, la partie chimie. Alors j'ai juste mis quelques valeurs là-dessus. La partie chimie, c'est 10 fois moins de matière consommée que ce qui est utilisé dans l'énergie. La discussion sur la partie énergétique est toujours compliquée parce qu'elle dépend du pays que vous considérez. Si vous êtes dans un pays en voie de développement, le bois de feu va être une source principale d'énergie. Si vous êtes en France, dans votre panel énergétique, on verra ça la prochaine fois, vous avez la présence d'énergie d'origine nucléaire, donc il faut savoir si vous parlez en énergie finale ou en énergie primaire, premier point. Mais quand vous êtes, si vous êtes en Australie ou en Chine, on va vous mettre le charbon comme source énergétique majeure, mais quand vous êtes dans le cas de la chimie, c'est tout simple, vous utilisez toujours l'atome de carbone, donc il n'y a aucune distinction à effectuer en fonction des usages, c'est simplement le degré de décoration de l'atome de carbone. Et donc voilà les quantités consommées. Donc c'est 10 fois moins que ce que l'on va utiliser pour l'énergie. C'est essentiellement, donc vous voyez, du pétrole, du gaz et un tout petit peu de charbon. Le charbon a disparu de la bataille. Donc globalement, c'est 500 millions de TEP, c'est 9% de la demande mondiale en pétrole. Dedans, on élimine toujours la partie asphalte, et c'est une industrie lourde, très puissante par son chiffre d'affaires que j'ai rappelé là, ici. Dans cette chimie, il faut bien voir que vous avez la chimie dite fine, celle qui va servir à faire des médicaments, très haute valeur ajoutée, quantité de matière consommée ridicule, c'est 0,5%. La chimie, les deux spécialités importantes sont les polymères, donc ce qui va renvoyer en usage dans les matériaux. Le deuxième élément, c'est la partie spécialité chimique, donc ce que vous allez retrouver dans les lubrifiants, les émulsifiants, etc. Les intermédiaires sont des molécules ensuite qui sont éclatées dans un ensemble très divers d'applications. Alors, quand vous comparez énergie et chimie, vous avez deux stratégies complètement différentes. Dans le cas des carburants, vous avez une stratégie convergente. Ce qui gêne un pétrolier, c'est le fait que le pétrole contienne autant de molécules différentes, et quand il va faire son vapocraquage, son reformage, ce qu'il veut, c'est réduire son spectre moléculaire, et s'il pouvait avoir qu'une seule molécule, type éthanol par exemple, il serait très heureux. C'est ce qu'il envie au procédé biotechnologique. Quand vous allez considérer des chimistes, la stratégie est inverse, elle est divergente. Ce que veut un chimiste, c'est partir d'un nombre de molécules au départ le plus réduit possible, ce qu'ils vont appeler les syntons, et à partir de ces syntons, être capable de reconstruire l'ensemble des molécules. Et donc, ne considérez surtout pas la chimie comme une somme de strates ou de filières différentes. Tout l'art du chimiste, ça consiste à partir d'un nombre de Legos très réduit au départ, et ensuite, en étant capable de les décorer, de les assembler de manière différente, de créer cette diversité. Donc ça, c'est un travail qui a été effectué dans les années 2005, qui est renouvelé en permanence. C'est identifier les molécules de base qu'il faut arriver à reconstituer, qu'il faut arriver à disposer à partir de la biomasse pour pouvoir faire tout l'ensemble de la chimie orga qu'on sait faire à partir du carbone fossile. Donc c'est un travail qui a été initié par le département de l'énergie aux États-Unis, le DOE, qui repris depuis en Europe, le DOE le réactualise régulièrement. Et ce qui est important de voir dedans, c'est le nombre d'atomes de carbone. Quand on réfléchit, je vais remettre ça, je vous fais ça très rapidement. Voilà. Quand vous prenez du pétrole, vous voyez, vous partez du brut ici, vous avez un exercice qui vous fait passer du C3 au C18, globalement. Quand vous faites votre première distillation, c'est du C3 au C18.
quand les chimistes, maintenant, une fois qu'ils ont travaillé sur cette diversité moléculaire intéressante, quand ils vont travailler, donc je retrouve ma slide, quand ils vont vouloir travailler et faire cet exercice de recomposition, de Lego, hein, si on peut dire, en fait, ils ont besoin de molécules, oui c'est ça, de molécules qui vont varier de 1 à 6 atomes de carbone. Ça leur suffit. Alors après, bien entendu, ils ont besoin d'acides gras, de chaînes longues, etc. Mais c'est ça dont ils ont besoin au départ. Et donc, il y a eu tout un travail qui est effectué par ces chimistes nord-américains. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont partis, donc ils sortent le monoxyde de carbone, donc là vous retrouvez les signes gaz, parce que c'est un élément essentiel, et ensuite vous allez de 3 à 6. Une fois que vous avez toutes ces molécules-là, vous savez faire le reste de la chimie organique. Et donc l'enjeu, c'est de dire à chacune de ces molécules, comment puis-je l'avoir à partir d'une ressource biologique. C'est un travail qui est très long, c'est un travail qui est devenu confidentiel, puisque bien entendu, si vous êtes le petit malin qui est capable de rajouter ici une molécule X qui vous permet de faire de la chimie, vous vous mettez en situation de monopole sur tout un secteur chimique. Donc le travail au début était ouvert, ce travail de réflexion était ouvert, disponible à l'ensemble de la communauté. Il se ferme de plus en plus, tout simplement parce qu'on rentre dans de la recherche compétitive. Deuxième élément qui est important, donc ce sont les chimistes tout seuls qui ont réfléchi, c'est qu'ils ont plafonné à 6 atomes de carbone. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin, mais ils ont plafonné à 6 atomes de carbone. Et ça, c'est très bien, parce que quand on utilise de la biomasse, on va sortir en particulier des exoses de la lignocellulose et de l'amidon, qui sont aussi qui contiennent 6 atomes de carbone. Donc voilà comment s'est fait la correspondance progressive entre la chimie organique, vous voyez qui allait tirer jusqu'à 30 atomes de carbone, du carbone fossile, et la chimie du carbone renouvelable. Eh bien, on est parti sur les C6 ici, et à partir du C6, on sait tout refaire, quoi. Enfin, au moins sur le papier. Alors, je vais juste décrire 2 usages de la matière, parce que ça peut devenir très rapidement une leçon de choses où on s'intéresse à des objets, quelquefois, qui représentent des marchés petits. Donc, les matériaux. Donc, je vous ai expliqué que les matériaux, c'était quand même 22% des polymères qui sont produits. Il y a une grande partie de l'application qui est sur les matériaux. Et donc, il faut s'intéresser aux polymères que l'on peut faire à partir du carbone renouvelable. Et donc là, vous avez aussi une terminologie épouvantable dans la littérature, puisque vous allez avoir des polymères biosourcés, c'est-à-dire que le monomère vient d'une ressource renouvelable. Vous avez des biopolymères, donc là, vous utilisez l'ensemble du polymère. Donc le premier, c'est simple, biosourcé, c'est l'acide polylactique. Vous avez à l'heure actuelle des bouteilles qui sont commercialisées, où on parle d'acide polylactique. Ben, c'est typiquement de l'acide lactique obtenu par voie biotechnologique, qui ensuite est réticulé, polymérisé par une voie de chimie orga absolument standard. Donc c'est un produit de l'hémisynthèse. Et donc là, on est directement dans un produit qui est biosourcé, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'origine. Les atomes sont tous d'origine biologique, mais il y a intervention de chimie organique dedans. Quand on vous parle de biopolymère, ça veut dire directement l'ensemble du polymère était présent dans de la matière biologique. Donc c'est typiquement le papier ou le bois. Biomatériaux pourraient être considérés comme équivalents. C'est tout simplement dans le matériau, vous avez un objet macroscopique à manipuler. Agromatériaux, donc c'était pour faire plaisir au monde agricole qui voulait montrer qu'il était capable de faire de la chimie. Et après, vous avez, on en parlera plus tard, les matériaux biodégradables, donc c'est ceux qui vont être capables de se dégrader. Donc c'est évident que ceux-ci ne sont par principe pour être considérés biodégradables, mais en fait ça dépend de la chimie qui a été effectuée dessus, et donc vous pouvez avoir des erreurs de conception complètes. Alors voilà les 5 principaux polymères qu'on fait à partir du carbone fossile. Vous voyez que l'usage majeur, c'est la partie emballage. Ces 5 polymères, on ne sait absolument pas les faire à partir de la biomasse. Donc il faut changer complètement de molécule support pour répondre à la même finalité, premier point. Alors j'ai une réserve sur le polyéthylène, qui représente quand même 60% du marché, parce que le polyéthylène, jusqu'à présent, quand on voulait faire du polyéthylène, on prenait de l'éthylène qui sortait du pétrole, on le polymérisait, et quand on voulait faire de l'éthanol en chimie, on prenait de l'éthylène, on l'hydroxylait et on obtenait de l'éthanol. Mais depuis
les éthanoliers brésiliens produisent de l'éthanol à un prix suffisamment bas, qui sont à l'heure actuelle capables de déshydrater leur éthanol, on peut dire, le transformer en éthylène, et vous avez du polyéthylène bio qui est commercialisé ou en voie d'être commercialisé. Je n'en ai jamais touché, moi, pour ma part. Alors, le bio est un vocable absolument épouvantable, puisqu'en français, ça peut introduire toutes les stupidités qu'on peut imaginer. Mais donc, vous voyez que le polyéthylène, on sait à l'heure actuelle, économiquement, le produire concurrentiel avec du polyéthylène d'origine biologique. Mais c'est quand même un domaine très particulier. Le reste, en fait, il faut considérer que ces 5 produits-là, on ne sait pas les faire du tout par la partie biomasse, donc il faut trouver des solutions de remplacement complètes fondées sur d'autres molécules à mettre en œuvre. Donc les autres molécules à mettre en œuvre, on va retomber sur les éléments standards. Donc vous allez retrouver de l'amidon, de la lignocellulose initiale ou transformée. Lignocellulose, c'est le bois. Vous avez un matériau qui est déjà constitué. Les protéines, les élastomères, donc c'est la partie caoutchouc. Je vous rappelle simplement que le caoutchouc, au départ, la première molécule, première fonction du matériau caoutchouc, elle provient du latex, de l'EVA, et ensuite, simplement, on a fait de l'isoprène, parce que l'EVA a un certain nombre de difficultés. Et ensuite, tous les composites, c'est-à-dire tous les endroits où on va pouvoir mélanger de la pétrochimie, du biopolymère ou autre chose. Et vous avez donc déjà disponible sur le marché des films de paillage, des barquettes, du matériel de calage, etc. Donc on verra ça un peu plus tard. Et donc, voilà les listes que vous pouvez trouver en compilant de la littérature. Donc vous avez utilisation d'amidon, de cellulose, de protéines. Et la propriété principale, là, qui est à mettre en œuvre, c'est la mise en évidence du caractère thermoplastique. C'est-à-dire quand vous avez de l'amidon, quand vous avez des protéines, vous êtes capable de partir de molécules qui sont isolées et être capable de les faire fondre comme un matériau standard à partir de polyéthylène. Vous avez peut-être vu cette expérience simple qui consiste à prendre du polyéthylène, à le chauffer dans un bécher, et ensuite le polyéthylène va couler comme un liquide. Si vous faites ça, contentez de faire ça avec de l'amidon ou avec des protéines, ça va très mal se passer, parce qu'en fait, la conduction thermique étant mauvaise, vous allez avoir à la paroi une température supérieure à 200 degrés Celsius, un départ d'eau, et vous allez faire du caramel ou un autre produit épouvantable. Donc il faut utiliser une technologie qui vient des polymères, mais qui vous permet de retrouver complètement ce comportement thermoplastique. C'est celui que vous observez tout simplement quand vous préparez des beignets de crevettes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les beignets de crevettes. Vous avez 98% d'amidon de manioc et 2% de carapace de crevettes. C'est de l'amidon de manioc qui a été fondu et qui se présente sous la forme de tout petits pellets denses, densité 1,5, qui sont translucides. Vous mettez ça dans de l'huile et à ce moment-là, vous retrouvez toutes les lois de la physico-chimie des polymères. Vous allez passer par la température de transition vitreuse, la température de fusion, et vous avez une expansion de votre pellets condensé qui va vous donner un beignet de crevettes. Donc c'est tout simplement la mise en évidence du comportement thermoplastique qui a été fait sur ces polymères-là. Donc ça a été fait sur l'amidon, ça a été fait sur les protéines. Ça ne marche pas sur la cellulose parce que les cristaux de cellulose sont trop intenses énergétiquement et donc on ne sait pas les faire fondre. Donc il faut passer par une phase de solubilisation ou de modification chimique. Et puis ensuite, ce que vous trouvez surtout dans la littérature, ce sont des réactions d'hémisynthèse. Donc la plus connue ici, bien entendu, c'est l'acide polylactique. On fait du lactate par voie biotechnologique et ensuite on le polymérise. Donc c'est pour ça qu'on parle des réactions d'hémisynthèse. Et ensuite, vous avez tous les produits qui sont dérivés des acides gras et qui sont des résines thermodurcissables où on fait des réactions de réticulation entre les chaînes. Alors, on peut passer des journées entières à discuter du bois, des dérivés, des papiers, des lubrifiants, des solvants, etc. Donc, c'est la leçon de choses standard. Ce qui est important de noter dedans, c'est le fait qu'il y a le bois, matériau par essence renouvelable, si on peut faire ce jeu de mots. Tous les pays qui comportent énormément de forêts, bien entendu, ont développé une industrie de l'habitat qui est fondée sur l'usage du bois. C'est ce que vous trouvez en Europe du Nord, c'est ce que vous trouvez au Canada en particulier, dans une grande partie des États-Unis. Ou si vous allez au Japon, de la même manière, l'habitat est fondé sur du bois. Alors on trouve maintenant d'autres vertus
au bois, sur ses capacités d'isolation, sur sa résistance mécanique en particulier face à des événements de nature sismique, etc. Mais au départ, c'était un choix technologique contre le béton ou autre chose. Enfin, quand je dis contre, à l'encontre. Ce qui est important de voir, c'est l'apparition des composés bois-plastique, donc les WPC. Donc, quand vous avez trouvé à l'heure actuelle, par exemple, des revêtements en habitation, vous avez souvent un mélange donc, de bois et de plastique, donc la conjonction de deux éléments. Papier, lubrifiant, solvant. Alors moi, je vais juste faire un petit clin d'œil sur les tensioactifs. Les tensioactifs sont des molécules qui sont nécessaires pour l'hygiène des sociétés. Donc, toute société développée en consomme énormément. Et les sociétés en développement peuvent se suivre, leur niveau de développement peut se suivre tout simplement par la consommation de tensioactifs. Parce que ça veut dire à ce moment-là que la préoccupation d'hygiène peut être satisfaite parce qu'on a une ressource économique qui permet de le faire, etc. Alors, vous avez une diversité chimique des tensioactifs qui viennent du pétrole qui est fantastique. Alors, ces tensioactifs, moi, je vous en ai parlé pour la partie hygiène cosmétique, mais il faut savoir qu'on en a besoin dans les encres, dans les peintures, forcément dans la détergence. Là, c'est les objets que l'on va nettoyer. Voilà la diversité chimique que l'on a. Et en regard de ça, comment va-t-on discuter, comment va-t-on aborder, comment va-t-on répondre aux besoins de produits tensioactifs à partir de carbone renouvelable? En fait, il faut démonter, redescendre aux propriétés d'usage et ensuite passer aux propriétés physico-chimiques. Donc, les deux propriétés d'usage dont on a besoin, c'est la balance hydrophile-hydrophobe, l'HLB. Donc, c'est tout simplement un tensioactif, c'est une molécule qui se met à l'interface parce que d'un côté, elle a une tête hydrophile, de l'autre côté, on dit toujours une queue, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, hydrophobe, elle se place à l'interface et quand vous avez suffisamment de molécules, elles finissent par stabiliser ou déstabiliser l'interface. Ça dépend des conditions de milieu dans lesquelles vous êtes. Donc elle va être capable soit de séparer deux liquides, soit de séparer un solide et un liquide et de les rendre mobiles l'un complètement par rapport à l'autre. Donc vous avez toujours ce rapport HLB qui est à prendre en compte et en fonction de la variation de ce rapport HLB, donc c'est vraiment le poids, hein. C'est pas en ordre 1, c'est la masse relative de la tête hydrophile et de la queue hydrophobe qui vous permet. Et donc cette HLB, elle varie de 0 à 20. Et donc vous voyez que si vous faites simplement un émulsifiant, donc produit alimentaire par excellence, ben vous êtes de 4 à 6. Si vous êtes en mouillant, c'est 7 à 9, etc. Et la plupart des détergents à finalité hygiène, c'est entre 13 et 15. Ça, c'est le premier élément. Et donc ce qui est important, c'est qu'on a été capable de démonter une propriété d'usage en structure moléculaire, et donc derrière, vous refaites le jeu de Lego, vous dites finalement, pour faire une HLB, je vais prendre une chaîne grasse qui vient des lipides, d'un côté, puis je vais prendre une tête hydrophile qui va venir d'un sucre, par exemple. Le deuxième élément, et c'est là où il y a un créneau pour la biomasse, c'est la partie biodégradabilité. Ces molécules-là, par principe, ne sont pas recyclables, puisqu'elles vont embarquer des molécules ou des particules dont on veut se débarrasser. Donc c'est très difficile de les recycler en pratique. Donc elles partent dans le milieu naturel, elles partent dans les stations d'épuration et peut-être dans le milieu naturel. Donc il y a une réglementation sur la biodégradabilité qui a été mise en place depuis les années 70. Et on demande 90% de biodégradabilité pour l'ensemble des molécules. Voilà, ça c'est deux critères. Et donc quand vous avez une chaîne hydrophile qui est un acide gras et une tête hydrophobe qui est un sucre, vous pouvez quand même jouer le coup parce que c'est une structure que vous trouvez dans des organismes vivants et donc vous pouvez à partir de ce moment-là construire des molécules où la démonstration de biodégradabilité sera beaucoup plus facile que si vous aviez de la chimie orga standard. Voilà. Et donc vous avez toutes les solutions de synthèse qui ont été faites à partir du pétrole, qui sont des solutions excellentes et très lourdes. Et vous avez les solutions du carbone renouvelable, avec des esters de sucre, des phospholipides, c'est essentiellement la lécithine. Quand vous faites une mayonnaise, vous utilisez simplement les phospholipides du jaune d'œuf, qui vous permettent à ce moment-là, dans certaines conditions de milieu, de stabiliser votre émulsion. Et vous avez tous les alkyles polyglucosides. Donc vous prenez une chaîne grasse d'un côté, qui vient des lipides, vous prenez une tête en pentose ou en hexose, et vous pouvez faire des agents moussants émulsifiants. Donc on a la capacité technique de répondre en combinant des molécules d'origine
végétale à la formation en répondant à une propriété physico-chimique et à une propriété d'usage bien définie. Alors, pour faire ça, on a besoin de ces éléments élémentaires de la biomasse. Qu'est-ce qu'on trouve dans la biomasse? Alors, on ne trouve pas tout. Il y a une partie des molécules, dont je vous montrerai, qu'on est obligé de créer en détournant le fonctionnement normal d'enzymes ou de micro-organismes. Mais la première partie, c'est quand même disposé au départ du carbone, puisque c'est celui-là qu'on va faire travailler. Donc, vous avez tous les produits d'origine agricole, standard, et donc vous avez de l'origine agricole, donc c'est des plantes annuelles. C'est là que vous mettez en concurrence avec des usages alimentaires. Mais vous avez les résidus de culture, et vous avez les tiges, les feuilles, etc. Vous avez les produits d'origine forestière, donc granulés, plaques, etc., qui sont à prendre en compte. Les produits d'origine aquatique, les algues, et on parlera des micro-algues plus tard, ça c'est la biomasse entrante. Et ensuite vous avez la biomasse que vous générez tout au long de vos procédés de transformation, ce qu'on appelait avant des sous-produits. Comme maintenant on fait une valorisation totale de la matière, que ce soit dans le pétrole ou ailleurs, on parle de coproduits. Et donc vous allez trouver la scierie, les papeteries, l'industrie agroalimentaire, les élevages industriels, qui sont aussi des sources de biomasse. Et puis les déchets organiques. Donc c'est de la biomasse à ce moment-là qui a été déjà utilisée, qui est dégradée. Si on veut l'utiliser à finalité alimentaire, on va considérer qu'elle est souillée. Mais vous avez les déchets urbains, les déchets verts, les ordures ménagères, etc. Tout ça, ça contient du carbone, plus ou moins hydroxylé, plus ou moins oxydé. Alors, est-ce qu'on sait à l'heure actuelle répondre simplement par correspondance structurale? On parlera des voies qui permettent de l'obtenir, mais à l'heure actuelle, il y a très peu de solutions qui sont disponibles qui permettraient de produire à partir de la biomasse directement des molécules qu'on mettrait sur la table en correspondance avec des produits dérivés du pétrole. Vous avez du propylène qu'on sait faire à partir de 1-propandiol. Il y a différents procédés qui sont disponibles, mais vous voyez que c'est toujours de la fermentation. Vous avez tous les glycols, en particulier le 1,3-propandiol, et le butadiène. Donc en fait, avec les doigts d'une main, vous pouvez donner à l'heure actuelle les solutions. Vous dites, en utilisant de la biomasse, je vous fournis une molécule qui est rigoureusement identique à celle que vous avez à partir du pétrole. Ça peut répondre à un certain nombre de besoins, mais la chimie, quand elle s'intéresse à l'heure actuelle à la biomasse, préfère réfléchir de manière complètement différente en disant on utilise de la biomasse, on crée de nouvelles molécules qu'on va utiliser dans des voies originales. Donc vous avez une liste, on va balayer cette liste relativement rapidement avec l'amidon et le saccharose. Je ne parlerai pas du saccharose parce que c'est quand même la molécule de base. C'est la plus simple. La lignocellulose, lipides, les protéines de réserve, ce ne sont que les protéines de réserve qui sont considérées. Je ne parlerai pas du fil de soie de l'araignée et les microconstituants. Alors l'amidon, comment on choisit en fait au travers de ces exemples-là, c'est comment on choisit ces molécules-là, comment on choisit ces supports. En fait, il y a 5 raisons de considérer l'amidon. D'abord, c'est qu'il est présent dans des organes. Il faut qu'on dispose d'un organe végétal où on puisse trouver cette molécule, cette organisation-là, en quantité suffisante. Et là, comme c'est un produit qui a finalité alimentaire, forcément, l'amélioration des plantes nous donne déjà des supports végétaux très riches. Deuxièmement, il est très souvent associé aux parois végétales. Et le discours, ensuite, vous montrera pour justement éviter cette compétition avec les usages alimentaires, on cherche à utiliser tout ce que l'homme ne sait pas utiliser, les monogastriques, en particulier les parois végétales. Donc les sources de fibres. Donc quand vous utilisez une ressource amylacée, il faut bien savoir qu'en même temps, vous allez forcément avoir des parois végétales, et donc c'est intéressant. C'est une source de glucose, et ça c'est toute l'ambiguïté de l'amidon, comme des protéines, comme de la cellulose, c'est que vous avez à la fois le polymère, on va l'utiliser, mais ce polymère, on peut le dépolymériser en glucose, et à partir du glucose, vous faites votre chimie, votre biotechnologie. Le polymère permet de faire des matériaux, et le dernier point, c'est que l'amidon, c'est une molécule relativement simple au plan chimique, et que derrière, on sait la modifier par des voies génétiques, physiques, chimiques, enzymatiques, etc. Donc il y a toute une panoplie qui s'est mise en place. Donc l'amidon, il se reconnaît facilement sous sa forme granulaire. En gros, on a des grains, l'échelle a disparu là, mais ça c'est de l'amidon de pomme de terre, ça fait 50 microns de diamètre. Le plus petit, c'est le riz, il est là, ça fait 2-3 microns de diamètre. Alors la forme
Et la taille du grain d'amidon n'a rigoureusement aucun intérêt dans le cas de l'amidon, ce qui n'est pas vrai dans le cas de la cellulose. Ce qui est important de voir, c'est que derrière, vous avez une structure organisée. Donc, ce n'est pas un dépôt amorphe de molécules. Quand vous avez un pellets de polyéthylène, c'est un dépôt amorphe de molécules qui ont été récupérées. Quand vous avez un grain d'amidon, vous avez une organisation en sphérolithe. Et donc, vous pouvez décomposer ça en lamelles cristallines, lamelles amorphes, avec deux constituants, l'amylopectine et l'amylose. Et le monomère, ici, le glucose. Alors, le monomère, il ne change pas de dimension, je vous rassure tout de suite. Mais sa grande dimension, c'est 0,33 nanomètres. Et sa petite dimension, veut dire sa largeur, c'est 0,13 nanomètres. Voilà, donc vous avez différents niveaux de structure. Et donc, vous pouvez vous intéresser soit à la partie polymère. Donc, vous voyez, comparé à un polyéthylène, vous n'avez pas besoin de le synthétiser. Ça aussi, ça fait partie de l'économie du système. Si vous voulez faire un matériau à partir de l'amidon, vous ne parlez pas du polyéthylène que vous allez synthétiser en polyéthylène. Non, vous avez déjà le polymère qui est disponible. Mais vous pouvez aussi utiliser directement le glucose. Voilà, donc ça c'est la partie thermomécanique. Donc c'est des travaux majeurs qui ont été effectués en gros dans les années 90-2005, montraient qu'à partir de ces polymères, on pouvait utiliser toutes les lois de comportement de transformation thermoplastique. Donc on prend le matériau de départ, ça c'est le grain d'amidon, et puis on l'amène jusqu'à un état de fusion que vous ne pourrez jamais voir parce que c'est un matériel qui perdrait son eau, donc qui va solubiliser, qui à haute température très rapidement risque de se dégrader au plan moléculaire. Donc cet état fondu, vous pouvez le voir quelques fractions de secondes. Et si vous le faites refroidir, là, vous allez avoir soit un matériel vitreux, soit un matériel semi-cristallin. Donc quand vous faites les fameux beignets de crevettes, eh bien, vous faites ce que l'industriel fait, c'est le produit fondu ici amorphe, et ensuite il le refroidit très rapidement. Donc vous avez un état amorphe vitreux. Et quand vous le reprenez, ou que votre restaurateur asiatique l'utilise, tout ce qu'il fait, lui, c'est de reprendre cette voie-là. En gros, il a un matériel qui est amorphe, vitreux, donc il n'aura jamais de température de fusion. Il aura simplement une température de transition vitreuse. Et il fait très rapidement cette opération-là, et à 150 degrés Celsius, il a son expansion qui se passe parce que vous avez toujours un peu d'eau qui est encapsulée à l'intérieur de votre matériel amylacé. Quand vous voulez faire un polymère de synthèse expansé, il faut bien réfléchir au fait qu'il va falloir ajouter un agent moléculaire qui va expanser, qui va créer une force à l'intérieur du matériau qui va provoquer son expansion. Intérêt des polymères de type amidon, protéines, etc. Quand vous voulez les expanser, vous allez utiliser tout simplement de l'eau, puisque c'est un solvant ubiquitaire et en fait vous n'arriverez jamais à l'enlever à 0%. Donc voilà comment, quand on passe d'un polymère de synthèse qui ne contient pas d'hydroxyle à un biopolymère qui contient des hydroxyles, vous avez comme avantage induit par sa structure chimique le fait qu'il y aura de l'eau et que ça peut vous servir de force motrice quand vous allez vouloir l'expanser. Alors, si vous voulez vous amuser après, donc toujours dans le cadre de la leçon de choses, vous prenez cet amidon qui a été fondu et donc vous pouvez l'utiliser comme charge. C'est une horreur absolue. Il y a 20 ou 30 ans, on trouvait des sacs d'emballage en polyéthylène qui contenaient une charge d'amidon et on disait du coup le sac est biodégradable. Non, il n'est pas biodégradable, un poil, parce que l'amidon est encapsulé comme des amandes de nougat, il est rigoureusement inaccessible. Donc la biodégradabilité n'existait pas. Ce que vous trouvez à l'heure actuelle, qui est beaucoup plus répandu, sont des alliages, des multicouches, des composites, de l'hémisynthèse. Et là, je voudrais juste vous donner comme élément, dans les composites, il y a tous les composites amidon-argile. Donc on utilise des feuillets d'amidon, des feuillets d'argile qui ont été parfaitement séparés, qui sont mélangés à de l'amidon thermoplastique. Donc quand vous prenez de l'amidon thermoplastique, vous le mettez dans l'eau, vous verrez qu'il va progressivement fondre, se dissoudre. Vous prenez cet amidon thermoplastique, vous mélangez des feuillets d'argile, vous les mettez en forme, les feuillets d'argile vont tous se positionner de manière horizontale dans des plans différents. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer des chemins particulièrement tortueux pour toute molécule d'eau qui veut pénétrer ou qui pénètre dans le matériau, ce qui fait que le chemin de diffusion
devient infiniment plus long que ce qu'on peut imaginer en mesurant l'épaisseur du matériau. Et ça, c'est par exemple un mélange amidon de blé feuillé d'argile qui a été extrudé sous la forme d'un film, préparé, là c'est un nœud tout bête en bas, et qui contient de l'eau depuis une semaine. Donc vous êtes capable de produire des matériaux qui ne sont pas hydrophobes chimiquement, qui sont hydrophobes physiquement, parce que le chemin de pénétration de l'eau est très compliqué. Toutes les structures moléculaires qui sont présentes à l'intérieur sont compatibles, mais tout simplement vous avez agencé vos différents éléments de manière à rendre la vitesse de diffusion, telle que vous la mesurez sur le matériau, très longue. Alors, donc on prend de l'amidon, mais je pourrais avoir exactement la même slide avec la cellulose. Donc vous prenez de l'amidon, vous allez pouvoir le mélanger à d'autres polymères, avec des matériaux thermoplastiques. L'utilisation de l'amidon granulaire dans les charges, vous considérez que c'est intéressant, mais que c'est sans intérêt réel si on veut faire de la durabilité. Ensuite, vous avez toute une partie chimique. Vous avez un polymère qui est déjà en place, et bien vous allez le décorer en le réticulant, greffant, cationisation, etc. Vous avez déjà énormément de voies d'utilisation. Et ensuite, première strate, vous avez votre polymère. Deuxième strate, vous dégradez votre polymère en glucose, qui est représenté ici. Ce glucose, vous allez pouvoir le fermenter par des biotechnologies blanches. Vous allez l'isomériser en fructose. Ça, c'est surtout un usage alimentaire. C'est pour les boissons pétillantes, on va dire. Vous pouvez l'hydrogéner en sorbitol. Le sorbitol, vous l'oxydez et vous obtenez de l'isosorbide. Et puis, à partir de l'isosorbide, c'est exactement ce qu'on appelle un synthon. Derrière, vous pouvez recréer une chimie complète. Et la chimie, elle est en cours de développement. Et il existe un industriel français, Roquette, qui s'était lancé sur le sorbitol depuis très longtemps, tout simplement parce que le sorbitol est utilisé pour ses propriétés alimentaires. Il n'a aucune valeur énergétique, mais en revanche, il apporte un certain nombre de propriétés fonctionnelles. Donc, ils ont développé toute cette technologie, sorbitol, isosorbide, etc. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que ce diméthyl d'isosorbide, à l'heure actuelle, qui a une structure bien connue, etc., on s'est rendu compte que pour la plastification des polycarbonates, c'était un agent qui avait les mêmes propriétés d'usage que les phtalates. Or, les phtalates sont décriés tout simplement parce que ce sont des analogues hormonaux donc qui modifient, qui ont un très fort effet, en particulier pendant l'enfance. Et donc, voilà comment un marché qui existe, c'est celui des objets en polycarbonate, donc tout un tas d'objets, d'ustensiles ménagers standards. Voilà comment un marché avec une fonction d'usage définie en tant que matériau, une molécule mère, qui est le polycarbonate, auquel on ne change rien, mais qui comprend toujours dans un matériau donc une partie plastifiant, et bien on change le plastifiant par du diméthyl isosorbide qui vient apporter la même fonction d'usage, la même capacité de plastification. Et donc, comment vous pouvez remplacer un produit d'origine fossile par un produit d'origine naturelle? Alors, il y a une grande part de chance dans les travaux de Roquette. Il faut le reconnaître, ils n'avaient pas envisagé que le phtalate allait avoir autant d'ennuis dans l'ensemble des pays développés. Ça, ils ne le savaient pas. Mais il n'empêche qu'ils avaient toute la batterie intellectuelle qui était prête. Voilà, donc je vous ai fait l'amidon, exactement de la même manière, on peut suivre les autres. Donc sur la lignocellulose, on a le même problème. Vous partez de la plante, ou du bois, comme vous voulez, vous allez remonter jusqu'au chrysalide de cellulose, et là on pourrait mettre le glucose. Donc il y avait déjà suffisamment de monde, il est là le glucose. Comme il y avait suffisamment de monde, sur cette diapositive, je n'ai pas cru nécessaire de le rajouter au bout. Et vous avez ces différentes échelles. Et dedans, il y a deux échelles qui sont intéressantes, c'est celle des fibres et c'est celle des microfibrilles de cellulose. Parce que là, justement, c'est l'un endroit où on se différencie de la chimie du carbone fossile, puisque la nature produit, et ne nous offre pas, elle produit pour ses finalités de matériaux de soutien, fonctions de soutien dans les plantes, elle produit des éléments fibrillaires que l'on peut récupérer et qu'on n'a pas donc à synthétiser. Donc c'est ce que vous avez dans le papier et le bois. Toute la difficulté, c'est que ces éléments fibrillaires ne se présentent pas comme l'opération du bon Dieu de manière toute simple. Donc vous avez des fibres de cellulose avec des hémicelluloses et de la lignine qui est autour. Tout le malheur vient de la présence de la lignine.
on ne sait pas quoi faire de la lignine. En gros, vous avez énormément de procédés qui permettent de récupérer la lignine, qui permettent d'utiliser. L'utilisation majeure à l'heure actuelle, c'est en énergie en combustion, parce que c'est une molécule qui est trop compliquée, en fait. On ne sait pas la décomposer. Après, vous avez des applications, on va considérer mineures, en adhésif, en dispersant, etc. Donc, quand vous avez la lignocellulose, vous produisez toujours de la lignine. L'ennui, c'est le malheur, mais vous produisez simultanément des fibres de cellulose. Et donc, là, vous pouvez construire exactement le même schéma que sur l'amidon. Et donc, ça, c'est toute l'industrie du papier carton. Alors, deux éléments à prendre en compte. Les fibres végétales. Donc, ça, c'est des fibres regardées en microscopie électronique. Vous avez un certain nombre de caractéristiques qui les rendent intéressantes. Les propriétés mécaniques, bonnes voire excellentes, je vais vous montrer ça sur une diapo. La faible densité, le caractère renouvelable, sous réserve que l'obtention ait été faite dans des conditions de durabilité, et la disponibilité de procédés biotechnologiques qui permet d'élargir la panel des usages. Alors, une très grande diversité. Donc, vous pouvez vous faire plaisir, comme pour la taille des grains d'amidon tout à l'heure, à regarder des fibres végétales, leur organisation respective, et donc vous dites bien que chaque type d'organisation induit un comportement mécanique particulier. C'est ce qui rend le système un peu compliqué. Et là, vous avez deux propriétés mécaniques. Vous avez le module Young, c'est-à-dire la résistance que va exercer une fibre quand on tire dessus, stupidement. Et donc vous avez ici des fibres de carbone, qui sont à l'heure actuelle le Graal, mais vous avez juste derrière, ici, le lin qui vient se placer, et vous avez le sisal, qui est une autre fibre. Là, vous avez des fibres de verre, et donc vous voyez que vous pouvez avoir des objets d'origine biologique qui ont des propriétés mécaniques très performantes. Idem pour la partie résistance à la rupture. Là, on va jusqu'à la rupture, on fait claquer complètement le matériau, alors que là, c'est la résistance directement, on tire sur les deux bouts. Donc vous avez fibres d'aramide, fibres de carbone, et là, on retrouve donc le lin, fibre de verre et à nouveau le sisal. Donc vous voyez comment des matériaux d'origine biologique rentrent dans la même gamme de valeurs que les meilleures fibres que l'on sait faire à l'heure actuelle par chimie. Ça, ce sont des travaux de laboratoire. Toute la difficulté, c'est quand vous manipulez ces matériaux fibreux, ils ont une faible densité, il faut les compacter, il faut les transporter, il faut les traiter. Et toutes ces opérations-là induisent un certain nombre de défauts morphologiques sur les fibres. Donc vous pouvez vous faire plaisir à regarder l'endommagement des fibres, à détecter les défauts qui ont été créés mécaniquement dessus. Et tout défaut, c'est un défaut dans les propriétés mécaniques. Donc ça fait partie des difficultés qu'il y a à manipuler des fibres d'origine végétale, c'est que justement, elles peuvent comporter des défauts, et donc l'utilisateur de l'autre côté va se dire, mais finalement, j'ai un matériel qui est très hétérogène et qui n'est pas stable en propriété comparativement à une fibre équivalente qui aurait été fabriquée en voie de synthèse, qu'on sait rendre à ce moment-là parfaitement répétable et reproductible. Donc il y a un côté hétérogénéité structurale des fibres qui peut poser problème. C'est bien, il y a une animation, c'est sympa. Voilà. Alors, deuxième élément, c'est la fibre, c'est le grand élément. Maintenant, vous pouvez prendre juste les éléments cristallins sur une fibrille de cellulose, ça s'appelle des whiskers. Alors, on fait des whiskers de cellulose, on fait exactement de la même manière des whiskers d'amidon. Ça rentre dans la catégorie des nano-objets. Vous pouvez de la même manière mesurer les propriétés mécaniques. Et donc, vous voyez que les propriétés mécaniques en rupture et en module, elles sont intéressantes. C'est comparable à de l'acier, c'est comparable à du verre. Ça a une densité plus faible. Donc voilà pourquoi vous pouvez trouver à l'heure actuelle des whiskers de cellulose ou d'amidon qui sont compétitifs. On travaille à une échelle nanométrique. Donc vous avez une taille, vous avez un facteur de forme, donc on espère justement qu'on va être capable de le modifier par des jeux génétiques. Alors, elle va arriver là. Et donc là, vous avez des nanocristaux de tunicine, ce qui est une source biologique simplement, mélangés dans un matériau de type de nature propylène. Donc, soit vous les mettez agrégés, soit vous les mettez greffés, ces nanocristaux. Donc, vous avez entre eux un certain nombre de relations. Soit vous les mettez en présence de tensioactifs. Alors, nature biologique ou non biologique du tensioactif n'a pas d'intérêt.
Ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez le pourcentage d'allongement, oui, qui est très faible, hein, c'est moins d'1%, du polypropylène mou, ça va là. Vous le rajoutez avec un matériel là, qui a été, sur lequel on a rajouté des tensioactifs, vous avez une modification complète du comportement mécanique du matériau qui a été obtenu. Alors les valeurs numériques ne vous disent rien, puis moi non plus, elles ne me disent rien intrinsèquement, je veux dire. Mais il faut bien savoir, quand on a un objet, une des caractéristiques importantes des objets de la vie courante est leur capacité à subir des chocs et des contraintes mécaniques. Donc un objet en cristal, par exemple, est merveilleux, mais il a un défaut majeur, c'est que le moindre choc peut le faire exploser. Quand vous produisez un matériau à partir de polymères, l'avantage des polymères, c'est que justement, ils ont une capacité à encaisser des chocs mécaniques, des contraintes mécaniques, avec des déformations très faibles. Vous voyez que c'est simplement 1%. Mais ça permet au matériau de conserver sa forme, ses propriétés, de ne pas se fissurer. Donc, des éléments qui peuvent vous paraître mineurs, dire, bon, c'est un allongement de 1%, c'est pas extraordinaire, ça ne va pas faire du sol élastique avec ça. Oui, mais ça permet de donner une propriété d'usage et de vendre un matériau. Donc, si vous comparez ça à du métal ou à du verre, ben, vous voyez tout de suite apparaître la différence. C'est que vous avez un matériel qui a une durée de vie beaucoup plus longue, donc il n'a pas été conçu avec une obsolescence programmée, en clair. Donc, lipides, on peut faire la même chose. L'heure a un peu tourné, donc je vais quand même vous libérer. Lipides, c'est la même chose. Tous les lipides sont fondés sur une tête où il y a un glycérol, et ensuite des queues ici qui sont des chaînes d'acides gras. Donc une très grande diversité moléculaire. Tout le jeu du chimiste, du bioraffineur, ça consiste à séparer d'un côté le lipide, la tête de glycérol, de l'autre côté l'acide gras. Ben, on a tous les Legos présents. Son rêve serait bien entendu que dans chaque plante, il n'y ait qu'une seule longueur d'acide gras, avec toujours le même degré de fonction moléculaire portée, etc. Manque de chance, la biologie et tous les organismes vivants aiment bien la diversité. Et donc, il y a à la fois, en utilisant des chaînes grasses, cette capacité à avoir des chaînes modifiées chimiquement, structurellement, mais comme inconvénient, simultanément, les organismes vivants s'encombrent toujours de cette diversité moléculaire. Donc on a le beurre, le sourire de la crêpière, si on peut dire simultanément. Donc vous avez les classes de lipides qui ont été explorées, qui sont en permanence explorées pour faire ceci. Et la lipochimie a la même puissance que la chimie de la cellulose ou la chimie de l'amidon. Ce sont des secteurs industriels très forts, particulièrement bien structurés. Alors, on va passer ça très vite. Juste sur la partie protéines de réserve. Donc, dans mon cours, quand on parlera protéines, dans le reste du cours, ce seront essentiellement des enzymes qui seront visées. Parce qu'en fait, c'est là que se trouve une des clés du succès, la capacité que l'on aurait à disposer d'enzymes. Les protéines de réserve, c'est un polymère comme l'amidon. On utilise une longue chaîne. Alors, les protéines, c'est un sujet particulièrement ambigu politiquement, parce que dès qu'on parle protéines, on parle alimentation humaine, source d'acides aminés, donc il faut y aller à pas de loup, pour ne pas se faire attraper en disant « vous êtes en train d'affamer le bas peuple ». Mais on a quand même la possibilité d'utiliser ces protéines. Alors là, vous sont données de la même manière la résistance mécanique de films de protéines, comparativement à du polyéthylène, basse densité, haute densité de l'acide polyacrylique. On peut modifier ces différentes protéines. Ce qui est surtout important, c'est qu'on peut les modifier par voie génétique. Une protéine, c'est comme une chaîne d'amidon. Quand vous avez une chaîne d'amidon, la longueur, ou de cellulose, la longueur n'est pas connue. Mais par contre, la séquence est à peu près connue. En gros, c'est la mélodie est stable, mais c'est un air de musique qui peut être indéfini. Quand vous avez une protéine, la longueur est particulièrement bien connue, il y a un codage génétique très précis. En revanche, les acides aminés, les uns par rapport aux autres, sont codés génétiquement, et ils ont été codés pour répondre à des fonctions biologiques et pas des fonctions de matériaux, donc ils ne répondent pas à nos intérêts immédiats. En plus, quand on les a modifiés par voie génétique, on a toujours raisonné sur la base de la balance des acides aminés. On cherchait des acides aminés essentiels, des soufrés, tryptophane ou autres, etc. Et maintenant, quand on veut utiliser des protéines de réserve à des finalités de matériaux, ce que l'on va vouloir faire, c'est jouer justement sur cette mélodie
en disant on va introduire des domaines répétés dans la séquence des protéines pour pouvoir donner à ces protéines des capacités particulières de type matériau. Et donc, vous faites de l'élastine, par exemple, en mettant des domaines hydrophiles et hydrophobes successifs. Donc, vous voyez bien que ça peut conduire à des interactions très originales. On va le passer. Dernier point, le caoutchouc, parce que ça fait partie, comme le bois, des solutions originales qu'on a trouvées d'abord dans la nature et qu'ensuite on est allé recopier par la chimie du carbone fossile. Le caoutchouc, c'est relativement simple, c'est de l'isoprène, c'est 5 atomes de carbone. C'est synthétisé sous la forme de chaînes qui vont varier de 300 à 35 000 molécules d'isoprène, donc des chaînes de très grande variabilité. C'est produit par l'EVA quand on fait un endommagement de l'EVA, et en fait l'EVA produit une substance qui vient se mettre en surface et qui empêche l'écoulement de la sève, d'une part, et deuxièmement, des attaques biotiques sur cette zone-là. Donc c'est une substance de protection comme la gomme arabique, exactement de la même manière. C'est une solution de défense. Nous, on a détourné complètement l'affaire, on récupère ce latex avec lequel on fait du caoutchouc. Ça donne plus de 40 000 produits. C'est une molécule merveilleuse. Elle est tellement merveilleuse que maintenant on sait la faire, bien entendu, par le carbone fossile. Et la bonne nouvelle, enfin, pour ceux comme moi, que je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que maintenant les grands équipementiers en pneumatique, Michelin comme Goodyear, l'affiche, ont entrepris des travaux pour faire du caoutchouc par voie biologique. Donc ils ne retournent pas à l'EVA, en disant qu'on sait produire de l'EVA dans certains produits, dans certains pays, qui a un certain coût, etc., avec une instabilité politique, etc. Et à l'heure actuelle, ils travaillent sur la capacité de production d'isoprène directement par voie biotechnologique. Donc là, c'est ce qu'on verra, c'est comment on utilise du glucose, on le fait fermenter et on obtient de l'isoprène. Là, vous avez la formule de l'isoprène, le C5 caractéristique. Voilà. Et il n'y a toujours qu'une seule source, qui est l'EVA, même si on vous trouve tous les jours une nouvelle plante. Alors, je vais passer sur les microconstituants parce que c'est loin. Alors, quand on compare les deux faisceaux, carbone fossile, carbone renouvelable, on va faire une analyse un peu SWOT standard. Qu'est-ce qu'on sort comme avantage pour le carbone, pour la biomasse, pour le carbone renouvelable? Une complexité moléculaire. On pourrait dire aussi une richesse moléculaire. Et cette richesse, elle est à deux niveaux. Elle est au niveau des structures et au niveau d'organisation des molécules les unes par rapport aux autres. Vous avez déjà des fibres végétales qui sont présentes. Vous avez la capacité d'utiliser l'eau, qui est un solvant ubiquitaire dans ce jeu-là, la capacité d'utiliser des enzymes, et sous réserve que votre système fonctionne bien, a priori, vous avez une ressource renouvelable, alors que du carbone fossile, par principe, fonctionne dans un jeu qui est non renouvelable, par définition. Les deux inconvénients, c'est l'organisation supramoléculaire. Vous ne récupérez pas, comme dans le cas du pétrole ou du gaz, des molécules isolées les unes des autres. Non, vous avez des molécules qui sont toujours organisées les unes par rapport aux autres, que ce soit une tige ou un grain de blé. Ce sont des objets avec une forte cohésion. Et le deuxième élément important, c'est la susceptibilité thermique, c'est-à-dire en gros, au-delà de 200-250 degrés Celsius, vous pouvez dire adieu aux molécules que vous manipulez. Elles vont toujours se décomposer thermiquement. Et la chimie organique, tout simplement parce qu'elle applique la loi d'Arrhenius, elle a pris l'habitude de travailler à des très hautes températures, supérieures à 500 degrés Celsius. Donc quand vous donnez de la biomasse à des chimistes organiciens, ils vont être gênés, au-delà du fait que la structure est différente, par deux éléments. La susceptibilité thermique, qui veut dire on travaille à basse température, c'est-à-dire aussi économie d'énergie d'une certaine manière, et d'autre part, la présence d'eau que vous avez toujours dans le milieu, alors sauf bien entendu sur les lipides organiques, sur les huiles, ou de l'enlever. Globalement, sur cette partie du cours, quelles sont les sources d'informations que vous pouvez trouver qui sont stables? Vous avez deux journaux qui s'appellent tous les deux Green Chemistry. Alors, il y en a un qui doit paraître tous les mois, je crois, c'est ça? Celui-là, c'est tous les 2 mois, et celui-là, c'est tous les mois ou tous les 15 jours, je ne sais plus. Enfin, on est abreuvé par ces deux journaux-là, de chimie verte, et c'est la chimie verte au sens anastase, donc c'est carbone fossile, carbone renouvelable. Vous avez Industrial Biotechnology qui est uniquement carbone renouvelable,
Et vous avez pour toute la partie écotoxicologie, mais ça vous parle des molécules, etc. Je ne parle pas du cours d'écotoxicologie ici. Ce journal-là. Et en bouquin, donc celui que j'ai coordonné il y a quelques années, et puis un bouquin qui a été fait justement par Anastase sur la catalyse verte et qui est sorti en 2009. Voilà, je vous remercie pour votre attention.